Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Les fondements du développement web. Ce séminaire se tournera autour des types des applications web, le fonctionnement des applications web, les outils de développement et enfin la programmation web. Tout cela avec Dr Iqbal Sayahi, membre du corps professoral de l'université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr Iqbal. Dr Iqbal, la parole est à vous. Merci Vous pouvez commencer votre séminaire. infiniment, cher Malak. Merci infiniment, chère Madame Malek. Merci pour cette belle présentation. Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à notre conférence qui porte sur les fondements de développement web. Alors, je viens de le présenter, Malak. Donc, on va commencer par introduire déjà le concept. Ensuite, on va parler des types d'applications web qui existent déjà. Et puis, pour être un développeur web, il fallait savoir comment se déroule un scénario d'utilisation sur une application web. Et finalement, je vais focaliser sur les outils et les langages de programmation qu'on peut utiliser pour développer des applications web. Et bien évidemment, je vais conclure à la fin de ce séminaire et je vais laisser l'espace pour un débat que j'espère constructif. Alors, avant de commencer, une question qui se pose, en fait, qu'est-ce que c'est déjà une application web? Ou bien comment peut-on la définir? Et quels sont les piliers qu'on doit savoir si on est dans une application web? C'est quoi la différence entre une application web une app développée déjà avec C ou bien Java ou bien Python ou autres, qui sont des langages qui nous permettent de faire des applications d'autres paradigmes, des applications simples ou bien des applications desktop. En fait, ce qui diffère, c'est une application qui s'exécute sur un serveur. On ne peut pas exécuter une application web directement sur notre machine ou bien localement sur notre machine parce que déjà, il fallait avoir un client, un ordinateur client. Il va y avoir un serveur sur lequel on va déployer l'application et puis peut-être un serveur base de données si on a besoin de la persistance de données. Donc, vous voyez là, le partage, on parle des données qui sont partagées par tout le monde. Et c'est pour cette raison-là qu'on a appelé les applications web par le mot léger ou bien les applications légères. En fait, pour applications légères parce que dans les paradigmes anciens, tels que les applications développées par Java ou bien C# ou autres, il fallait avoir un programme qu'on devra installer sur notre ordinateur et chaque personne qui utiliser l'application, il devra passer par l'installation, comme on faisait déjà pour le Word ou bien pour n'importe quelle application qu'on installe sur notre ordinateur. Et l'inconvénient majeur de cette situation-là, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas partager les données. Si on travaille ensemble sur la même application, chacun sur son PC, ne peut pas partager les données en temps réel. Toute modification que je ferai sur les données, elle ne sera pas directement captée par mon collègue qui travaille avec moi. Et là, donc, les informaticiens, ils nous ont proposé un autre paradigme de programmation qu'on appelle les applications client-serveur et les applications web. C'est une catégorie ou bien c'est une application client-serveur. Et là, on va résoudre une fois pour les données. Là, si on travaille tous sur la même application web, si je modifie les données, tout le monde en même temps, il aura notifié de ces modifications-là. Donc, tout le monde, il partage la dernière version des données, ça c'est de 1. Et de 2, on n'est plus dans l'obligation d'installer des programmes sur notre ordinateur. Il fallait juste taper une adresse, un URL et tout le monde se connecte et il peut utiliser l'application. Et là, donc, vous voyez l'importance de ce type d'application de nos jours. Là, donc, vraiment, c'est l'avenir de développement web. Donc, je vous présente ainsi l'architecture simplifiée d'une application web. Donc, il nous fallait bien sûr de l'Internet pour se connecter. Là, c'est notre serveur qui est censé contenir l'application web. Et bien sûr, il y en a des clients qui sont en train d'interroger l'application, qui sont en train d'utiliser l'application via l'Internet. Bien sûr, le serveur là, par définition, c'est une machine qui contient déjà un support de stockage, une mémoire,
mémoire et bien sûr une carte réseau. Donc, le support mémoire, c'est pour déployer les applications. Donc, il fallait que toute application web que nous voulons utiliser, la déployer sur un serveur. Et puis, donc, une carte réseau pour lancer l'écoute sur du coup, chaque client qui voulait utiliser l'application, il devra donner l'adresse de l'application cible, c'est-à-dire l'URL. Le serveur, il va chercher dans sa mémoire, il va trouver l'application, ensuite il va répondre au client et vice-versa pour toute personne qui voulait utiliser l'application web à travers l'Internet et à travers le serveur que nous pouvons partager la même application et éventuellement les mêmes. Et du coup, donc l'architecture client-serveur, c'est un modèle de communication au réseau où les tâches sont reparties entre les serveurs et les clients équitablement et en temps réel. Donc, le serveur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ordinateur puissant ou bien un logiciel de simulation sauvegarder les données de l'application et qui va répondre. Et bien sûr, le client, c'est toute personne qui a un dispositif matériel et qui voulait utiliser l'application. Donc, un client qui utilise son téléphone portable ou bien son ordinateur fixe, ou même on peut dire qu'un client, c'est tout simplement un navigateur parce que vous connaissez tous que pour utiliser une application web, il nous faut déjà un navigateur tel que le Chrome ou bien Edge ou autre. Donc, le scénario nominal, c'est quoi? En fait, le client, il va demander au serveur de lui attribuer une ressource. La ressource, c'est un fichier d'une application web. Le serveur, il va essayer de traiter la demande et il va renvoyer le résultat vers le client. Et bien sûr, le navigateur de client, c'est lui qui va interpréter le résultat depuis le serveur et il va afficher la page de l'application web. Donc, bien sûr, l'affichage, il est entièrement commandé ou bien entièrement fait ou bien traité par le navigateur de l'utilisateur. Donc, ça c'est clairement, en fait, qu'est-ce que c'est une application? C'est quoi la différence entre application web et entre application standard ou bien une application desktop? Maintenant, sur le marché, on a deux types d'applications web. On a les applications web statiques et les applications web dynamiques. Les applications web statiques, en fait, ce sont des sites web vitrines. Ce sont des sites web qui représentent le même contenu pour tout le monde. Et généralement, ce sont des applications informatives. Par exemple, des cours. Par exemple, une représentation d'une entreprise ou bien d'une école ou même d'une université ou bien un tutoriel sur une thématique bien définie. Donc, tout le monde, il va consulter les mêmes informations. On n'a pas besoin de changer le contenu d'un utilisateur et d'un autre. Et du coup, tout le monde aura le même affichage. Par rapport à la structure de ce type de site web, ce sont généralement des pages statiques HTML enregistrées sur le serveur. Et à chaque fois où on demande une page, par exemple, cours de ou bien un cours Java, ou bien je voulais la page qui décrit l'université de MyDotion. Donc, toujours, on aura la même page qui va être retournée vers tous les clients qui demandent ces informations-là et l'affichage sera fait de la même façon pour tout le monde. Donc, ces sites-là sont utilisés de façon très restreinte. Pratiquement, de nos jours, on ne trouve pas des sites web purement statiques, mais pour les applications web, on pourra trouver une partie statique réservée pour tout ce qui est information à partager aux utilisateurs, mais le web le plus utilisé et qui vraiment domine, ce sont les applications web dynamiques. En fait, qu'est-ce que c'est une application web dynamique? C'est une application web qui change de contenu selon l'utilisateur. Donc, si moi et en train d'utiliser un site web dynamique, lorsqu'on demande les pages, on n'aura pas le même affichage. Tout dépend de notre compte, tout dépend de la partie, là, on est tout dépend des traitements qu'on a lancés sur l'application. Donc, on aura tous les deux des pages différentes qui sont créées dynamiquement par les serveurs. Et les réponses seront envoyées
Ensuite, donc chacun il a son propre traitement, chacun il a ses propres requêtes qu'il a lancées vers le serveur et bien évidemment chacun il aura une réponse personnalisée selon ce qu'il veut. Et ce dynamisme-là, il est de nos jours primordial et c'est pour cette raison que toutes les applications de nos jours sont dynamiques. Donc, il y a de l'interaction utilisateur, il y a les formulaires, il y a les pages de traitement, il y a les jeux. Donc, et même si une partie statique, c'est une petite partie qui est réservée soit pour décrire le site, soit pour décrire l'entreprise ou bien la société, ou l'université ou bien l'école qui dirige le site, ou bien même donc un simple pour introduire la thématique que ce site web-là résout. Alors, avant de continuer, j'aimerais bien, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, docteur, nous pouvons vous entendre avec merveille. Très bien, très bien. Donc, voilà, donc qu'est-ce que c'est en fait, je dit tout à l'heure, c'est un contenu qui change en fonction d'utilisation, mais bien sûr, de point de vue développement, il est complexe parce qu'on va gérer des interactions utilisateurs. Il est aussi, il est gourmand en termes de ressources. On n'utilise plus de l'espace sur le serveur, on n'utilise plus de l'espace sur la couche de persistance et sur les codes qui tournent sont des codes plutôt complexes, un peu statiques et voilà. Et du coup, donc, pour utiliser cette architecture-là, donc c'est l'architecture physique d'une application web dynamique qui est répartie en trois couches. Donc, la première couche, c'est la couche client, c'est notre utilisateur et plus précisément, c'est le navigateur de notre client. Donc, c'est lui qui va lancer la demande et c'est lui qui va récupérer le et l'afficher à son utilisateur. La couche à l'intermédiaire, c'est notre couche serveur. C'est notre serveur qui est censé traiter les requêtes venues depuis la couche présentation, faire tourner code web qui est enregistré là et retourner le résultat vers la couche présentation pour afficher le résultat. Bien évidemment, la couche là, elle contient le code source de l'application et pour arriver au résultat, il peut communiquer serveur base de données. Et j'insiste bien, on dit un serveur base de données et pas une base de données. Pourquoi? Parce qu'on est sur le web, plus une base de données locale. On a une base de données distribuée par utilisateur. Donc, il nous faut un serveur base de données qui va englober toutes les données de l'application. Et généralement, ce serveur base de données, il utilise le cloud pour enregistrer les informations. Et là, donc, on parle plus précisément de la persistance de données qui est parmi les piliers de la programmation web. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est la persistance de données? On entend toujours parler de ce terme-là dans le jargon de développement en général, le jargon de développement web. Donc, la persistance de données, c'est le fait de rompre le lien entre la durée de vie variable et le programme qui les a créés. Pourquoi? Parce que pour des applications standard, on va utiliser les données avec Java ou bien Python ou bien C ou bien autre. Je ferme le compilateur, je ne trouve plus mes données. Pourquoi? Parce que les données se sont enregistrées temporairement mémoire volatile qui s'appelle le RAM. Et du coup, lorsque je redémarre mon ordinateur ou bien lorsque je ferme le programme, ces données-là vont être supprimées pour laisser place à d'autres programmes qui tournent. Et auparavant, la durée de vie de données, elle le programme qui l'a créé. Donc, la variable, elle est créée par le programme. Et une
supprimer. Or, dans une application web, je devrais persister je devrais avoir des données permanentes qui ne disparaissent pas. Supposons d'une poste ou bien d'une banque. Donc, il est anormal que lorsque je ferme l'application, je perds tous les données de mes clients ainsi que leur compte et leur solde, de tout ça. C'est la catastrophe, non? Donc, il fallait avoir des données permanentes, des données qui persistent. Et c'est pour cette raison qu'on a pensé à utiliser les bases de données. De persistance maintenant va casser le lien entre la durée de vie de la variable et les programmes qui les a créés, parce que si je vais utiliser l'application web bancaire et je vais ajouter des clients et des comptes et des soldes, une fois je quitte l'application et je quitte mon bureau, si je vais revenir demain, je vais trouver les mêmes données, d'accord? Donc, on n'a plus un lien entre le programme qui tournent, les données qui se sont créées. Et c'est pour cette raison qu'on devra avoir obligatoirement cette couche au niveau de notre architecture web. Donc, il fallait toujours avoir une couche de persistance de données. D'accord? Maintenant, comment il fonctionne une application web en utilisant cette architecture-là? Donc, vous voyez là, c'est notre client, c'est notre utilisateur. Ça, c'est le réseau Internet. Et là, c'est notre serveur qui va lancer les codes. Pour ceux qui veulent commencer le développement, on devra utiliser un serveur web local pour tester les applications web. D'accord? Donc, le serveur local, ça s'appelle l'Apache. Et je vais vous donner après les différents outils que vous pouvez utiliser pour commencer le développement. Donc, moi, j'ouvre mon ordinateur. J'ouvre, par exemple, la page Google et je voulais afficher la page. Donc, bien évidemment, lorsque je tape l'adresse de Google, il y a une demande de connexion qui va être envoyée vers le serveur. Bien sûr, le serveur, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ordinateur qui a une carte réseau et cette carte réseau, elle attend les demandes de connexion depuis le client. Donc, le port par défaut utilisé par la carte réseau, c'est le port 80. C'est pour ça que toute requête envoyée depuis le client vers le serveur, elle va être envoyée depuis le port 80. D'accord? Et bien sûr, nous savons Oui, tous docteur? que si... Oui, Malak, vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre Je suis avec avec merveille, vous. docteur. Y a-t-il- Très bien. D'accord, docteur. Donc, je continue donc? Oui, oui, vous pouvez continuer, docteur. Très bien, parfait. Donc, on a dit que demande de connexion qui va être envoyée vers le serveur, vers le port 80. Et on sait tous que dans le paradigme client-serveur, si on a un réseau et deux personnes qui parlent à distance, avoir un protocole, un standard qui va normaliser les données qui vont transiter entre les deux tiers qui communiquent. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le protocole des applications web? Est-ce que vous avez une idée? C'est le moment d'interagir un peu, non? Alors, est-ce que vous connaissez? C'est quoi le protocole qui redirige la connexion entre tiers, le client web et le serveur? Qui peut me répondre, même en écrivant sur le chat? Alors, en fait, c'est le protocole. On tape un URL sur les navigateurs. On commence par quoi? On commence par le HTTP ou bien le HTTPS, n'est-ce pas? Donc, en fait, voilà, c'est le protocole HTTP qui est le protocole responsable de la communication entre notre client web et le serveur. Et le protocole HTTP, il travaille sur le port 80. Donc, HTTP pour dire Hypertext Transfer Protocol. Donc, c'est un protocole qui va normaliser les échanges sur les applications web ou bien au niveau des applications web. Donc, notre demande, elle est envoyée
Bien sûr, si le serveur il est occupé par le traitement d'autres demandes, on va rester en attente. Le serveur il est maintenant disponible, il va valider la connexion en nous en que c'est bon, maintenant je peux vous servir. Donc à ce moment-là, le client il va envoyer une requête HTTP qui contient l'URL de l'application web qu'il voulait y accéder. Par exemple, www.google.fr. Dans ce cas-là, c'est une adresse qui va être envoyée à notre serveur. Le serveur, bien sûr, il va chercher l'application dans son support de stockage, il va renvoyer le résultat sous la forme d'une réponse HTTP et c'est à lui de fermer la connexion. Donc, le client, c'est lui qui demande la connexion, c'est lui qui ouvre l'action et c'est le serveur qui devra fermer la connexion une fois le client il est servi. Pourquoi? Parce que une fois le serveur il a servi, il devra fermer la connexion vite fait pour libérer le port 80 pour que d'autres clients puissent interagir avec le serveur. Si je laisse la main au client pour fermer la connexion, le client, il se tarde et il ne ferme pas immédiatement le port et dans ce cas-là, le port sera occupé sans servir aucune personne. Donc, c'est le serveur. Il a servi le client, c'est lui qui est censé fermer la connexion et libérer le port pour d'autres clients. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, donc le HTTP, c'est le Hypertext Transfer Protocol, donc c'est un protocole du web. C'est lui qui va nous permettre changer des données entre le navigateur et le serveur là où l'application elle est déjà déployée et c'est un protocole orienté ligne de caractères. Donc la demande et la réponse, elle est envoyée sous forme d'un ensemble de caractères. Bien sûr, c'est le client qui la connexion pour commencer la communication. Et une fois il a terminé le transfert de résultats vers le client. Et bien sûr, chaque transaction, chaque dialogue, chaque communication, c'est une ressource envoyée. On ne peut pas envoyer plusieurs ressources en même temps. C'est-à-dire, si je lance une requête en même temps, les requêtes vont être envoyées une par une. Il n'y a pas une jointure entre les requêtes pour qu'elles soient envoyées tous à la fois. Et bien sûr, le HTTP, il est stateless, c'est-à-dire il ne sauvegarde pas l'état des utilisateurs. C'est-à-dire une fois que vous êtes authentifié, le serveur, il ne se souvient pas de votre coordonnées d'authentification. Donc, il vous oublie juste une fois il a fermé la connexion. Et donc, vous, en tant que développeur, il fallait penser à la gestion de l'authentification pour que le serveur vous souvienne, d'accord? On dit qu'on devra gérer les sessions de connexion et les cookies. Donc, si je vais s'approfondir encore dans l'architecture et dans le scénario, et c'est primordial, une fois que vous comprenez ça, vous pouvez sans aucun problème parce que ce scénario, vous allez le développer avec tous ces détails. Donc, voilà notre client. Le navigateur client, c'est une application qui ne comprend que la JavaScript CSS, donc je vais parler de ces langages-là après. Donc, je ne peux comprendre que des pages HTML. Là, on tient l'application. Et là, donc, je vais parler un tout petit peu de la structure de serveur. En fait, le serveur, il est composé en deux parties. Il est composé par le serveur web. C'est lui qui achemine les données. C'est cette entité-là que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, ça, c'est le serveur web. Donc, son rôle, c'est juste de gérer le dialogue entre ce client application qui existe dans sa mémoire, mais on a aussi ce qu'on appelle le serveur d'application. Donc, le serveur d'application, c'est un serveur qui contient un ensemble d'interpréteurs. Et c'est là où s'exécute réellement l'application. D'accord? Pour moi, je vous ai donné les d'un interpréteur PHP, mais on peut trouver d'autres interpréteurs là. Pourquoi? Parce que le serveur web, il ne peut comprendre que l'HTML, il
va renvoyer des résultats HTML au navigateur, mais pour les d'autres langages qui sont utilisés dans la programmation. Donc, ce serveur web seul ne peut pas traiter les applications. Donc, on doit lui faire joindre un serveur d'application là où il est nécessaire qui interprète les langages web dynamiques. D'accord? Donc, bien sûr, on n'oublie jamais notre base de données ou bien notre serveur base de données. Et là, je vous ai donné l'exemple de MySQL comme base de données. Bien sûr, on peut trouver la base de données NoSQL si vous êtes intéressé par les bases de données non relationnelles. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va envoyer une demande de connexion à notre serveur en utilisant le protocole HTTP. Et puis, on va envoyer une requête client vers le serveur. Donc, par exemple, je tape là un URL qui s'appelle hello.php. D'accord? Donc là, c'est l'URL que je tape. Et là, c'est l'opportunité déjà de parler de l'URL là. En fait, qu'est-ce que c'est un URL? Un URL, c'est quoi en fait? www.google.com, c'est un URL. www.mydotion.edu.km, c'est URL. Facebook.com, c'est un URL. En fait, qu'est-ce que c'est un URL? On commence toujours par la fameuse 3W. Est-ce que vous connaissez l'information? Est-ce que vous connaissez en fait qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, l'URL, c'est une chaîne de caractères. Oui, vous pouvez écrire sur le chat, monsieur Abdou? Je ne sais pas la main pour parler, je vais essayer. Voilà. Non, apparemment, je ne peux pas activer votre micro. Vous pouvez l'écrire sur le chat? D'accord, c'est qui a levé la main? Qui est le participant qui a levé la main? Monsieur Abdoul, monsieur Abdoul, je pense, si j'ai bien dit le nom. Abdul Mounir? Alors, oui, en principe. Ok. Vous pouvez, monsieur, vous lever une autre fois? Je suis en train d'écrire, d'accord. Ok, j'ai donné la parole à Abdul Mouniz. La parole est à vous, Abdul Mouniz. D'accord, c'est un lien qui nous ramène vers le site web, mais c'est une réponse très abstraite, très généralisée. Parle plus professionnellement en tant que développeur web. Un URL, c'est quoi en fait? C'est un? Oui, c'est le lien qui nous conduit vers une page. Oui, là, il va nous conduire vers la page. Je vous ai expliqué le scénario tout à l'heure. On a notre serveur. Je lance encore une fois le diapo. Donc, on a notre architecture. J'ai tapé l'URL www.hello.php. Comment ce hello.php là va vers le serveur? En fait, l'URL, c'est quoi? Absolu du fichier de l'application sur le serveur. D'accord? Donc, lorsque je mets google.com, c'est-à-dire serveur, il y a un dossier qui s'appelle Google et à l'intérieur, il y a un autre dossier qui s'appelle Com et c'est dans ce dossier-là, il y a les fichiers qui appartiennent à l'application Google. D'accord? Donc, toute application qui se déploie sur le serveur, elle devra encastrer dans un dossier porteur du nom de l'application et c'est ce nom-là qui va être mis sur l'URL. D'accord? Donc, l'URL est un chemin vers le fichier sur le serveur. C'est
Exactement. Si je voulais ouvrir un fichier dans mon disque dur qui s'appelle cours web, je vais écrire comme URL cours web/cours.pptx, c'est ça? Mais nous, on n'est plus local, on est sur un serveur. Donc le nom de l'application qui est le dossier, je donne le nom de fichier, d'accord? Mais nous, en utilisant Facebook ou bien Google ou bien les applications professionnelles, on s'arrête au niveau de dossier.com ou bien .fr ou bien .km. Pourquoi? Parce que pour ces applications-là, il y a une page de bienvenue qui est configurée pour être affichée pour le premier contact avec l'application. Donc, moi, je m'arrête au niveau de dossier, mais automatiquement, le serveur, il va me renvoyer l'application. D'accord? Et du coup, l'URL, c'est le chemin de dossier. Maintenant, pourquoi on commence tous par le 3W? Ça, c'est symbolique tout d'abord. Le 3W, ça fait référence à l'association World Wide Web, et l'association qui s'est chargée de développement web au départ, mais physiquement parlant ou bien techniquement parlant, toutes les applications qui sont déployées sur le serveur, ils se sont enregistrés dans un dossier racine qui s'appelle 3W. D'accord? Et ce dossier racine-là, il va contenir toutes les applications web déployées sur le serveur. Et si quelqu'un, il tape un URL qui se redirige vers le serveur, automatiquement, le serveur, il va chercher le lien ou bien il va chercher le chemin de l'application dans le dossier racine 3W. Pour lui, les yeux fermés, les applications web qui sont mises à sa charge sont tous enregistrées dans le dossier 3W. D'accord? Donc là, lorsque je lance la requête, lorsque je tape l'URL, c'est une requête qui va être envoyée vers notre serveur. Donc ça, c'est la structure de requête HTTP. Donc ça, c'est la méthode HTTP que je vais utiliser et je vais revenir sur ça après. Là, c'est le hello.php. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans le dossier 3W d'accord? Si ce hello.php il est encastré dans une application web qui s'appelle par exemple gestion bancaire, donc je devrais taper comme URL www.gestionbancaire/hello.php. Vous voyez, je donne le chemin vers le fichier que je voulais afficher particulièrement sur mon navigateur. Maintenant, c'est bon, la requête, elle est envoyée vers notre serveur. Donc, le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher le dossier, il va chercher le fichier qui est dedans. Et puis, une fois, s'il ne trouve pas déjà le fichier, toujours une requête erreur va être renvoyée vers le client. C'est le fameux code 404, d'accord? Parce que le serveur, il ne trouve pas le fichier. Sinon, s'il le trouve, il va examiner son extension. Il va voir ce fichier-là, il est de quel type. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué tout à l'heure, ce serveur web-là, il ne comprend que l'HTML. Donc, si c'est HTML, il va trouver le fichier, le faire passer. Mais si ce n'est pas HTML, donc on devra interpréter. Et lui, il ne sait pas exécuter, donc il va vers le serveur d'application. OK? Un interpréteur PHP. Ce que je demande, il est d'extension C#, je vais envoyer. Si c'est le Java, je vais un interpréteur Java. Donc, vous voyez, l'interpréteur, il est invoqué selon la nature. Et là, puisqu'on n'est pas dans le HTML, donc il y aura exécution la ressource, on va utiliser la base MySQL, et puis une fois on trouve on va injecter le résultat dans une structure HTML et on va l'envoyer vers, après l'exécution, on va envoyer l'HTML
bien. Pourquoi? Parce que ce client-là, il ne comprend que l'HTML. Et du coup, si je vais lui renvoyer le résultat avec un autre format, je n'aurai aucun affichage sur mon navigateur. Donc, cet interpréteur-là, une fois il a exécuté l'application, le résultat va être injecté dans un corps HTML et puis envoyé vers le navigateur. Le serveur, une fois il a envoyé la réponse, il va fermer la connexion et puis donc le navigateur, à son tour, il va interpréter le code et il va m'afficher le résultat. Et là, donc, remarque très, très importante, si j'ai une application web dynamique, cette application, j'ai des fichiers hétérogènes, des fichiers PHP et d'autres à part navigateur et je voulais afficher la source et voir le code, je ne vais trouver aucune des codes qui ont été interprétés sur le navigateur encapsulé ou bien ça reste réservé au serveur. Donc, à un moment donné, on doute, est-ce que vraiment on a exécuté un code PHP ou bien C# ou autre? Et c'est trivial et c'est logique parce que le résultat trouvé au niveau de serveur, elle va être injecté dans un HTML et l'HTML, il va être renvoyé vers le navigateur qui sait très bien interpréter, donc il va l'interpréter et il va me renvoyer le résultat sous forme d'une rendu graphique. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre, docteur, avec merveille. Très bien, parfait. Donc, je continue pour ne pas perdre du temps et puis je vais laisser la parole si les étudiants ou bien des clarifications. Donc, notez vos questions, je vais y revenir. D'accord? Donc, voilà par rapport au une fois j'ai un formulaire et c'est déjà le cas dominant dans le web toujours. Donc, on remplit des formulaires conscription ou bien de validation ou même on publie des articles, on met des commentaires, on participe à des quiz et tout ça. Donc, comment ça fonctionne en fait? C'est le même principe que tout à l'heure. Donc, on a un client qui ne comprend que les web statiques, les pages statiques. On a de l'autre côté un bord composé par deux parties, par le serveur web qui se charge de faire le dialogue et un interpréteur dynamique. Je vais y revenir après. Donc, qui va interpréter les formulaires. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper mon nom, Robert par exemple, et puis donc je vais essayer d'envoyer ce formulaire-là vers le serveur. Et puis, donc, le serveur, il va interpréter, il va m'afficher bonjour Robert. Donc là, c'est quoi le fait dynamique dans cet exemple basique? C'est que si je résultat bonjour Robert, si je tape mon nom Erbel par exemple, je vais trouver bonjour Erbel. Donc vous voyez, le résultat, elle change selon les informations qui ont été tapées par le client et c'est ça vraiment l'aspect dynamique. Donc, tout d'abord, lorsque je développe un formulaire dans donner des ondes de saisie, d'accord? Ça s'appelle, on peut trouver des listes, on peut trouver des listes déroulantes, d'accord? Et il nous faut obligatoirement un bouton de validation. Donc, lorsque je tape des informations et je ne tape pas sur le bouton, aucun traitement qui déclenche, donc aucun déclenchement de traitement. Et du coup, je devrais avoir le bouton Submit qui va déclencher les informations et je valide, je devrais me souvenir du nom de ce champ-là, là où j'ai tapé la. Dans mon cas, ce champ-là, il a. Pourquoi? Parce que ce nom va. D'accord? Donc, je tape sur la validation. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Ça, c'est mon code dans le PHP, ça, c'est mon code dans le serveur. Ça, c'est le code qui peut récupérer le nom
et te l'afficher sous forme de message de salutation. Donc, lorsque je clique, qu'est-ce qui se passe? Donc, une requête qui va être envoyée vers le client en utilisant le protocole HTTP. Et qu'est-ce qu'elle a, cette requête-là? Elle a le nom du fichier cible, par exemple, le fichier salut.php ou bien hello.php. Et puis, elle va envoyer déjà les noms des inputs qui ont été remplis par l'utilisateur. Dans notre cas, on a un seul input, c'est le nom Pulse, et les informations qui ont été incluses dedans. Pour moi, j'ai tapé Robert dans le champ non. Donc, la requête va contenir cette instruction-là. Dans le champ non Pulse, l'étudiant, le client, pardon, il a tapé le mot Robert. D'accord? Bien sûr, ces formulaires-là vont être reçus par le module PHP ou bien par n'importe quel interpréteur pour les utiliser dans le traitement. D'accord? Et du coup, si j'ai plusieurs champs dans le formulaire, chaque champ il a son nom et il a tapé des informations. Donc, le tout va être envoyé vers le serveur. Et là, pour envoyer les données au serveur, on a deux façons de le faire. Soit on va utiliser la méthode get, soit on va utiliser la méthode post de HTTP. Ce sont deux méthodes distinctes qui permettent au navigateur dans la différence entre le get et je vais la modéliser ou bien je vais l'expliquer par un exemple de notre vie quotidienne. Donc, supposons que j'ai un événement, par exemple la conférence d'aujourd'hui, et je vais envoyer des invitations aux personnes cibles. Donc, il y a deux façons pour envoyer les invitations. Soit je vais envoyer et sur la carte, il s'est écrit le nom de la conférence, l'interlocuteur qui va expliquer et la thématique, et l'heure, et bien sûr, et le jour. Et dans ce cas-là, la carte va être distribuée et chaque personne qui recevra la carte entre ses mains, il va connaître tous les détails de l'événement, n'est-ce pas? Ça, c'est la méthode GET. La méthode GET, c'est la méthode des visibles. Tout est visible. Et d'ailleurs, lorsqu'on utilise GET, on trouve parfois ce qu'on a tapé dans le formulaire sur l'URL. Pourquoi? Parce que le GET, elle ne cache rien. D'accord? Tout ce que tu tapes, il est dans l'URL et il est visible par tout le monde. D'accord? Donc, elle est rapide. Vite fait, lorsque j'envoie avec GET, les données sont reçues par le serveur, mais elle n'est plus sécurisée. Et la taille des données que je peux envoyer, elle est limitée. Avec la méthode GET, je peux envoyer que 4 kilooctets de données, pas plus. D'accord? Et la méthode POST, c'est la deuxième façon avec laquelle je vais envoyer les données, les invitations de la conférence. Donc, cette fois-ci, je ne vais plus utiliser des cartes, mais je vais utiliser des enveloppes. Donc, des enveloppes blanches et à l'intérieur, on a l'invitation. Et dans ce cas-là, lorsque je vais distribuer les invitations, tout est camouflé dans l'enveloppe. Seule la personne qui est autorisée, elle va ouvrir l'enveloppe et afficher la carte ou bien et récupérer la carte pour connaître les détails de l'événement. Et c'est ça parfaitement la méthode POST. La méthode POST, elle camoufle les données, d'accord? Donc, lorsque je tape un formulaire et je valide, je ne vois rien sur l'URL et les données vont être envoyées, sécurisées vers le serveur. Et là, l'enveloppe, il peut contenir plusieurs cartes en même temps. C'est pour ça que la méthode POST aussi, elle peut en des données énormes. Donc, c'est limité. D'accord? Mais dans les deux cas, je vais envoyer des données formulaires depuis le clavier, depuis le navigateur vers le serveur. D'accord? Et l'auteur qui devra choisir quelle méthode il va utiliser pour transférer ces données de formulaire. Bien sûr, c'est pas, comment dirais-je, Get, c'est pas défaillante, il faut pas l'utiliser, non. Il y a des cas choisir GET comme méthode de transfert de données, il y a d'autres cas où je devrais utiliser POST. Donc, si par exemple, taper des mots-clés sur Google, par exemple, et je vais recevoir des recherches. Donc, les mots-clés ne sont plus sécurisés. Les mots-clés sont des mots légers qui ne coûtent rien en termes de taille. Donc, je peux utiliser la méthode GET.
Par contre, si c'est un formulaire d'inscription à un compte bancaire, et là, je vais uploader ma carte d'identité nationale, mon passeport, je vais donner mon code avec lequel j'accède à mon compte, je vais donner mon nom et toutes les informations confidentielles. Dans ce cas-là, je vais utiliser le pay. D'accord? Donc, vous voyez, c'est selon le cas où je peux choisir. Donc, voilà, on a envoyé les données, que ce soit avec Get ou bien Post, à notre serveur. Le serveur, il va traiter le code, il va injecter les données venues depuis le navigateur dans le traitement et puis il va envoyer le résultat sous forme statique. Il n'y a aucun indice sur cette réponse-là qu'il y avait un code qui s'est exécuté et qu'il y avait formulaire qui a envoyé ces données. Donc, rien du tout, c'est le statique et c'est le rendu qui va au navigateur. D'accord? Donc, voilà le scénario, comment s'exécute une application web une fois on a un formulaire. Voilà comment il fonctionne un site web. J'essaie de faire vite parce qu'il y a plein de notions à expliquer et on a la contrainte temps. Pourtant, donc, j'ai essayé de donner vraiment l'essentiel. D'accord? Maintenant, je pense que vous êtes curieux comment on peut commencer le développement, quel outil on va utiliser. Donc, c'est très simple comme départ. Il vous faut un éditeur de code, il vous faut un serveur local et il vous faut un navigateur pour tester l'application. Donc, pour l'éditeur de code, vous allez utiliser l'éditeur qui vous semble convenable. Donc, il y a le VS Code, il y a le Sublime, il y a l'IntelliJ, il y a même un Notepad simple. Pour moi, je recommande vivement le VS Code. Il est très professionnel. Même lorsque tu commences à taper en tant que débutant, il va te suggérer déjà quoi écrire. Également, il peut te permettre de compiler et voir c'est quoi les erreurs. Donc, je pense que pour un débutant, le VS Code, c'est l'éditeur de code le plus convenable. Mais si vous êtes déjà habitué à un autre éditeur tel que le Sublime ou bien l'IntelliJ, donc vous êtes vraiment, vous avez toutes les il n'y a aucune contrainte. D'accord? Donc là, vous allez écrire votre code et puis vous allez mettre en place l'architecture dont j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, vous devez mettre un serveur virtuel, vous devez mettre un serveur d'application également, un serveur base de données. Tout ça, tout ce package-là peut être ces logiciels-là, donc les fameux XAMPP, WAMP, LAMP ou bien Laragon, ce sont des applications qu'on peut les télécharger facilement et lorsque vous allez trouver un package de serveurs, vous allez trouver le serveur Apache, c'est le serveur web, vous allez trouver le serveur MySQL, c'est le serveur de votre base de données et vous allez trouver pas mal d'autres serveurs que vous pouvez utiliser dans le développement. Et ce logiciel-là, il va vous servir comme étant un serveur local sur lequel vous pouvez déployer votre travail et voir le résultat sur un navigateur, bien sûr. Donc, pour le navigateur également, vous avez un libre choix quel navigateur vous allez utiliser. Et pour le process, il est simple. On ouvre l'éditeur de code, on tape notre code, on enregistre, on lance les serveurs au niveau de notre serveur local, puis on ouvre notre navigateur et on essaye de taper l'URL qui contient bien sûr le chemin vers le fichier qu'on a créé et hop, on aura l'affichage sur le navigateur. Bien sûr, c'est le serveur qui va faire le lien entre votre code et le navigateur et c'est pour cette raison comme j'ai dit tout à l'heure, chaque serveur, il a un dossier Racine 3W qui va consulter pour chercher les ressources suite à un appel client. Également, dans le serveur local, chaque serveur de ces serveurs-là, il a un dossier local que vous devez enregistrer votre travail dedans pour que vous puissiez l'interpréter. Par exemple, pour l'exemple, il y a un dossier qui s'appelle htdocs. Donc, vous devrez mettre votre travail dans htdocs. Pour les autres, WAMP ou bien LAMP ou bien l'Aragon, il y a un dossier 3W, comme le Cariel, d'accord? Donc, un dossier qui s'appelle 3W. Vous devez enregistrer votre travail dans ce dossier-là pour que vous puissiez déployer et voir le résultat sur le navigateur.
Donc, une fois installé l'environnement, on devra commencer à développer. Et là, deux langages pas mal utilisés. Pour le développement web natif, pour les débutants, je vous conseille d'utiliser le fameux triplet HTML, CSS, JS et utiliser PHP en tant que de backend. Ce sont des langages natifs, c'est-à-dire vous allez tout développer from scratch. Il n'y a rien qui est prêt à être utilisé, d'accord? Et si vous êtes un peu avancé, vous pouvez utiliser des frameworks, des plateformes, d'accord? Pour le front-end, vous pouvez utiliser le React ou bien l'Angular, les plateformes côté front-end. Et pour le côté back-end, vous pouvez utiliser le .NET, le Node.js, le Spring Boot. Donc, il y a pas mal de frameworks. Donc, juste ici, pour vous éclaircir un peu les idées, en fait, front-end, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le développement des interfaces. Ce sont programmation côté client. Qu'est-ce que je vais avoir chez le client comme interface? Par contre, le back-end, c'est le métier, c'est le traitement qui va être exécuté sur le serveur, d'accord? C'est pour cette raison qu'on disait HTML, CSS, JavaScript, ce sont des langages côté client, ce sont des langages qui vont me permettre de programmer des interfaces. Et pour le back-end, tout ce qui est connexion avec la base, interrogation de la base, fait de calcul et tout ça. Donc, c'est un langage côté serveur tel que le PHP. D'accord? Pour les frameworks, que ce soit côté front-end ou bien back-end, React, Angular ou autre, c'est juste un environnement où tout est configuré, tout est prêt à employer. Donc, il prendre le principe et injecter votre travail dedans et tout sera configuré fonctionnel. Donc, c'est plus facile, mais pour des gens qui ont déjà les notions de base. C'est pour ça que je vous ai dit de commencer déjà par HTML, CSS, JS et PHP. Et puis, si vous voulez vous orienter vers des frameworks, ça sera vraiment super. D'accord? Donc, pour les langages de programmation, comme je vous ai dit tout à l'heure, côté client, on a le HTML, CSS, JS. C'est le triplet qui va nous permettre de tracer les interfaces. Ce sont les langages qui vont nous permettre d'ajouter des formulaires, des boutons, des images, des liens, d'embellir la page avec les couleurs, avec des écritures un peu spéciales et également avec toute animation qu'on peut voir sur notre web. Donc, HTML. Donc, le HTML, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un langage côté client. C'est un langage interprété, c'est-à-dire on ne peut pas compiler, on va écrire le code, on va juste visualiser sur le navigateur. Et lorsque on se tombe ou bien on tombe une instruction fausse, l'affichage il s'arrête. Donc, on ne peut pas prévoir à l'avance qu'on a écrit le code avec une façon, sauf si j'interprète et je vois le résultat que je peux remarquer que j'ai déjà des lignes faux. Et c'est un langage déclaratif, c'est-à-dire je ne vais pas tout écrire de A à Z, je vais juste lui donner des ordres. C'est à lui de se manifester pour appliquer ces ordres. Donc, je vais lui dire, allez, ajoutez-moi un titre à la page, ajoutez-moi une image dans le coin gauche en haut, ajoutez-moi un formulaire avec de CISI et vice-versa. Vous voyez, ce sont des commandes que je peux lancer et c'est le HTML qui va être là pour m'injecter les composants de mon site web. Donc, bien, la première apparition de HTML était dans les années 91 et puis on a des versions et des versions. Actuelle, on est dans la version 5.3. Donc, bien sûr, chaque version, il y en a d'autres, il y en a des toujours, on voulait donner plus pour qu'il puisse mettre les composants de sa page web facilement et sans aucun problème. J'ai parlé tout à l'heure que le HTML va recevoir des ordres depuis le développeur pour injecter des données. Ces ordres-là, on les appelle des balises. Et c'est pour cette raison que HTML, c'est un langage de balisage par défaut. Donc, chaque
elle a un nom et c'est ce nom-là qui va être utilisé par le HTML. Il veut quoi exactement? Par exemple, si je vais lui mettre la balise H1, pardon, c'est que je voulais injecter un titre de niveau 1. Si je vais lui dire la balise B, c'est que ce titre-là devra être écrit en gras. Vous voyez? Donc, vous voyez, chaque commande, elle a une interprétation particulière. Donc, la balise A, c'est pour insérer des liens hypertextes. La balise forme, c'est pour ajouter des formulaires. La balise input, c'est pour ajouter des gens de saisie. Et vice-versa. Donc, vous voyez, on a pas mal de balises à découvrir et à essayer sur votre page pour trouver vraiment comment vous pouvez injecter des données sur votre page. Donc, qu'est-ce que je peux ajouter à ma page web avec HTML? Paragraphes et des styles des paragraphes, donc des paragraphes normaux, des titres, des listes, des énumérations, et de l'écriture, carrément, je peux ajouter des phrases sur ma page web. Je peux ajouter des tableaux et ces tableaux peuvent être des tableaux d'arrangement, c'est-à-dire pour arranger les données ou même des tableaux qui contiennent des données. Je peux ajouter des images, je peux ajouter des liens hypertextes, des formulaires, du son, des vidéos. Donc, tout ce que vous voyez sur les applications web que vous utilisez, ça peut être ajouté en utilisant des balises HTML. Donc, la structure de base d'un code HTML est le suivant. Donc, ça s'appelle l'entête. Donc, toujours un document HTML, il commence par HTML, il se finit par la contre-balise HTML. Donc, cette barre-là pour signifier que c'est la fermeture. Au niveau de head, on met tout ce qui est configuration. Pour moi, je vais mettre juste le titre de la page. Et pour le body, je vais injecter des données que je veux insérer dans la page. Donc voilà la liste des balises les plus utilisées, mais on peut trouver d'autres comme vous le savez. Donc la documentation, elle est partout sur le net. Comment je peux injecter des données dans ma page web en utilisant HTML. Maintenant, comment embellir ma page web, comment je peux changer les couleurs de l'écriture, du background, écrire autrement un paragraphe. Comment je peux gérer les positions des composants dans ma page, c'est le CSS. Donc, le CSS, c'est la mise en cascade des styles. C'est un langage qui va être griffé avec HTML pour qu'on puisse faire la mise en page. Donc, va me faciliter la modification et la présentation de contenu. Donc, on peut séparer le contenu par rapport à la mise en page. Donc, on va écrire dans un fichier séparé la mise en page. Et ce fichier-là, par plusieurs projets HTML en même temps. Il va me permettre donc la réutilisation, comme j'ai dit tout à l'heure. Il va me permettre d'avoir un code simple parce que si je sépare la présentation avec le contenu, donc l'amélioration et l'extension, ça sera très simple. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le CSS, c'est pour mettre la mise en page de votre page. Donc, voilà ici un exemple pour les titres H1, je vais écrire ça. Par contre, pour les paragraphes, donc P pour dire paragraphe, je voulais une couleur bleue et je voulais donc souligner le texte. Donc, vous voyez, là, c'est le résultat sur le navigateur. Vous voyez, pour le CSS, je devrais donner toujours le sélecteur sur lequel je voulais, les caractéristiques que je voulais cibler et puis les valeurs que je voulais sur le web. Bien sûr, elle peut être. Donc voilà ici une balise de style par exemple qui peut me permettre de changer la couleur de background de notre page. Donc l'arrière-plan des pages, ça sera en orangé et pas en blanc. Donc vous voyez, je peux jouer même sur les couleurs. Donc voilà un autre code CSS qui permet par exemple d'écrire les paragraphes en bleu avec 16 pixels avec 16 pixels de taille. Donc là, ce qui diffère, c'est que CSS là, il est écrit séparément
dans un fichier. Il est écrit dans le head de la page HTML et là, il est écrit à l'intérieur du composant, donc à l'intérieur du paragraphe. Et ce sont les trois façons avec lesquelles je peux injecter le CSS dans notre page. Et finalement, donc le JS, c'est tout ce qui est animation, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est contrôle de saisie sur les champs. Donc, c'est un langage très, très intéressant qui permet de valider les utilisateurs, qui permet d'ajouter de l'animation. Par exemple, j'ai des images qui défilent ou bien j'ai un d'une page à une autre. Donc, c'est le JS qui fait tout ça. Ou bien j'ai un menu, lorsque je clique là-dessus, les sous-menus s'affichent. Donc, tout ça, c'est le JS. Donc, le JS, il est injecté dans le corps de ma page en utilisant la balise script de HTML. Donc, et dedans, on met la JS que je voulais attribuer à cette page-là. Bien sûr, le JS, il contrôle le saisie de l'utilisateur ou bien la saisie. C'est pour ça qu'il utilise les pop-up, les petites fenêtres affirmatives qui s'affichent. Par exemple, là, c'est d'alerte et vous allez faire quelque chose. Là, c'est le pop-up confirme pour confirmer un traitement. Est-ce que vous voulez vraiment supprimer ou bien quitter? Et là, c'est un pop-up qui permet d'indiquer une information transitoire que vous allez utiliser pour continuer les traitements. Donc, vous voyez, GS aussi, il est très important dans le développement web. Et bien sûr, cibler, comme pour le CSS, je peux cibler vraiment les composants HTML que je voulais changer leur contenu par une animation ou bien par un son ou un autre. Tout se fait en utilisant ce diagramme-là. Donc, pour GS, notre page, elle est là. À l'intérieur, je vais trouver les interfaces, je vais trouver les documents. Les documents, ce sont tous les composants HTML. Je vais trouver la localisation de la page et l'historique de la page. Donc, on va suivre ce diagramme-là pour fixer ou bien pour accéder à un composant HTML particulier depuis JS et puis donc changer son comportement par une animation ou autre. Donc, bien sûr, les événements que JS peut prendre en charge. Si je charge la page, c'est l'événement load. Si je clique sur un souris, si je double-clique sur un souris, si je presse une touche de clavier, si je sélectionne un texte, si je change la valeur d'un champ, si je clique sur un bouton Submit, si je passe la souris sur un événement. Donc, ce sont tous des événements que le GS peut capter et lancer en réponse une animation ou bien un traitement. Donc voilà, j'ai essayé de faire vite, j'ai essayé de vous donner une idée très générale sur le développement web. Ce n'est qu'un départ pour vous inciter à se rediriger vers ce domaine qui est vraiment d'actualité. Le web n'est pas simplement un espace où on peut consulter des applications et de l'information chaque jour, mais c'est un univers qu'on devra comprendre, à analyser et surtout à construire. Donc, je vous invite une autre fois à explorer ce domaine et à commencer à développer. Vraiment, c'est la tendance. Donc, voilà, je viens de finir ma présentation, mademoiselle Mel. Je voulais savoir si les étudiants ils ont déjà des feedbacks ou bien des questions ou des choses qui ne sont pas claires. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Pour ceux qui ont des Merci. questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Ok, tout le monde, docteur Seiba est à votre... pardon, docteur Iqbal On est à a votre déjà un étudiant disposition. qui s'est levé la main. Ah, nous avons déjà. Alors, On a déjà. passons à El Amin. Oui. El Amin, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Merci beaucoup, professeur. Merci aussi à vous, Madame Malak. Pour commencer, je tiens à vous remercier d'avoir organisé cette formation parce qu'elle est très importante, cette formation. Moi, par exemple, je suis bien intéressé en ce qui concerne l'informatique et le web, étant considéré que mes activités sont surtout basées dans le commerce en ligne parce que j'ai
J'ai créé une petite agence en ligne concernant les activités touristiques et avoir des formations en marketing, avoir des formations en web, ça m'intéresse beaucoup parce que ça me donne beaucoup de capacités de pouvoir progresser. Aussi, c'est mon intervention, c'est de pouvoir vous remercier, surtout vous, pour vous montrer l'intérêt que nous portons Merci, vis-à-vis de merci, vos, je vous en voilà, de cette prie. formation. Mais ma question est aussi, c'est de savoir si vous pouvez, comment peut-on avoir le contenu entier de la forme de cette séance? Parce que je souhaiterais, on avait un peu du mal à entrer en ligne et puis on ne pouvait pas, je n'ai pas pu suivre le début, étant considéré qu'il y avait du mal à pouvoir m'intégrer en ligne. Je souhaiterais que je puisse avoir Non. la formation et puis pour que je puisse récapituler depuis le début. Parce que j'ai D'accord, trouvé la monsieur. moitié. Écoutez, chers étudiants, concernant l'enregistrement, il sera disponible via la chaîne officielle de l'université Merci. sur D'accord. YouTube. Donc, veuillez rester connecté et suivre la chaîne officielle de l'université sur Facebook, Merci. sur YouTube, pardon. Merci. Et Merci. ne sortez pas avant que vous vous inscrivez au formulaire du certificat de participation qui sera bientôt distribué via le chat. Oui. Si vous avez d'autres questions à poser à Dr Iqbal, à vous la Donc, parole. de ma part, je vous remercie. Non, j'avais seulement une seule D'accord, de ma question, part, c'est je de vous savoir comment je remercie, pourrais avoir monsieur le Lamy. cours entier. Ma seule D'accord, question est de d'accord. savoir comment je pourrais avoir le cours entier, étant considéré que le début du cours, je n'avais pas pu récapituler comme je n'avais pas de connexion. Il y avait un problème de D'accord. connexion. Mais c'est la moitié c'est la deuxième partie où j'ai pu suivre la formation. J'ai pu suivre la formation. Écoutez, je viens de répondre à cette question et je vous ai dit que l'enregistrement complet sera disponible via la chaîne officielle de l'université sur YouTube. D'accord? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Malak. Je vous en prie, cher étudiant. On a un autre étudiant, cher Malak, qui lève la main déjà. Ok, passons maintenant à Ouzaïfi. Ouzaïfi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Salam alaikum. Alaykoum salam. Est-ce qu'on peut avoir la version PDF de cette formation dans notre groupe WhatsApp? Écoutez, cher étudiant, concernant le PDF, il sera envoyé via votre email, d'accord? Dès que vous recevrez le certificat de participation. Et bien sûr, veuillez s'il vous plaît suivre les dernières actualités des activités étudiants via le groupe WhatsApp des activités étudiants. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Allez, d'autres questions? Il n'y a pas des questions scientifiques? Tout est... Je suis à votre disposition. Tout le monde, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Bon, je pense que tout le monde est satisfait par la présentation, cher Malak. Tout est clair? Ok, nous avons Ouzaïfi. Ouzaïfi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Salam alaikum. Alaykoum salam. On sait qu'on est dans un monde Alors, de numérique. La question que je vais poser ici est quelle sera la différence entre un site, une application web créée ou bien créée à partir de l'intelligence artificielle et une application web créée comme on crée de manière habituelle. est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus ce que ça veut dire créer par l'intelligence artificielle? C'est-à-dire que tu vas utiliser, par exemple, ChatGPT, L'intelligence artificielle ce pour que tu créer veux, et lui, il génère le code, ou bien ce sont...
Oui, le code. C'est-à-dire, tu vas demander Exactement. à l'intelligence de vous générer une page web, c'est ça? Oui. D'accord. En fait, toujours un ingénieur ou bien alors, il va mettre en place une architecture robuste, il va essayer d'écrire un code clean, c'est-à-dire il va essayer d'écrire un code qui ne génère pas des bugs après, il va essayer de bien traiter les erreurs qui peuvent avoir lieu par ce qu'on appelle la gestion des exceptions. Donc, pour l'intelligence artificielle, il se peut que en générant le code, il ne respecte pas trop l'architecture ou bien il laisse des failles de sécurité. Donc, de ma part, je pense que tu peux utiliser l'intelligence, mais tu devras vérifier après le code qui a été généré. D'accord? Parce que parfois, on génère une application avec l'intelligence et puis pour améliorer ou bien pour étendre, on trouve des problèmes dans le code et on se trouve obligé de réécrire pour qu'on puisse étendre le code, d'accord? Donc, il fallait toujours faire le contrôle après. Et il fallait décider toi-même l'architecture à utiliser, les technologies, et puis tu peux donner ces décisions-là pour les prendre en considération en générant le code. D'accord? Une autre question, je veux un petit éclaircissement sur la différence entre le web et Internet. En fait, Internet, c'est un réseau informatique qui permet d'acheminer les données entre un client et un serveur. Donc, c'est le transporteur. Par contre, l'application web, c'est une application qui s'est enregistrée sur un serveur. Ce sont des programmes qui s'enregistrent sur un serveur. Et moi, lorsque je voulais utiliser cette application-là, je vais exécuter le code et avoir le résultat. Donc, l'application, c'est un code, ce sont des programmes et l'Internet, c'est un réseau informatique qui permet l'acheminement des données entre deux PC distants ou bien entre deux internautes qui communiquent séparément. Voilà, donc, y a-t-il d'autres questions? Cher Malak, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, docteur. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Alors, nous avons Adifou, encore une fois. Adifou, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Adifou, la Alors, parole on est à vous vous. entend. Mhm. Adifou. Hafidou, pardon, j'ai mal prononcé le prénom. Hafidou. Ok, nous allons passer à une autre personne. Je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre qui a levé la main. Mhm. C'était Abyss Madi, n'est-ce pas? Abyss Madi. Je pense oui. Ok, Abyss Madi, la parole est à vous. Vous avez accès au micro. Ok, je pense que c'était pas Abyss Madi, c'est Ok, Hafidou Mohamed, je vous ai déjà donné l'accès au micro. Je vais vous donner à nouveau. La parole est à vous. Vous avez accès au micro. Bonsoir. Ça va, ça maintenant Bonsoir ou à vous. bien? Bonsoir. Ma question Bonsoir. sur la gestion Oui, des ça va très erreurs. bien. Ça va? Allô? Sur là? Oui, oui, je suis là, mais je demande si vous m'attendez ou bien. Oui, je vous entends, monsieur. Ok, ma question sur la Oui, gestion je vous des entends erreurs. avec merveille. La gestion des erreurs, ça Oui. se fait sur le partie backend ou front-end, sur la partie Oui, tout base de à fait. données En ou fait, bien... regarde, monsieur, pour la gestion des erreurs qui peuvent survenir sur le back-end, c'est la gestion des exceptions avec le langage
programmation backend que vous allez utiliser, PHP ou bien C# ou bien G. Et front-end, on peut juste côté GS valider les saisies. Par exemple, dans un champ email, il faut que l'utilisateur tape un email. Dans le password, on peut voir est-ce que le password tapé elle est conforme au renseignement ou bien aux consignes ou pas. Est-ce qu'il a rempli tous les champs ou pas? Ça, c'est la gestion de saisie au niveau du front-end. Mais la gestion des exceptions, elle devra obligatoirement se faire côté back-end et on devra camoufler les erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que en voulant ajouter un étudiant, on a mal écrit la requête et du coup, donc il y a un problème au niveau de la base de données. Il ne fallait pas afficher les renseignements concernant votre base de données ou bien concernant les variables que vous allez utiliser ou même la chaîne de connexion que vous utiliserez parce que comme ça, vous auriez des failles de sécurité. Donc, il fallait gérer les erreurs côté backend pour intercepter les erreurs qui peuvent survenir et afficher à l'utilisateur des messages généraux abstraits sans aucune information sur l'environnement de développement. D'accord? Ok, merci beaucoup. Une deuxième question. Une application qu'on a développée sur NetBeans. Est-ce qu'il est possible de... NetBeans. NetBeans, NetBeans, c'est Java. Donc, c'est oui, pas une Java. application web. Oui, c'est pas une application Oui, je web. comprends. Avec, Mais je vais dire, si tu on peux voulait... travailler avec le J2E. Non? Avec faire le web avec J2E. Donc, c'est une extension Java qui permet le développement web. Oui, j'ai compris cette partie. Mais je veux dire, si par exemple on a déjà le code d'une application qu'on a développée sur NetBeans, est-ce qu'il est possible de le, de l'utiliser sur une autre site de développement, par exemple, Tu sans vas changer utiliser le la même structure, code pour le développement web? voilà, sans changer la structure Oui, de tu l'application. peux suivre la structure des classes parce que les classes que tu as utilisées dans l'application NetBeans, ça va être utilisé comme étant un modèle au niveau de votre application web. Mais le reste, c'est-à-dire les interactions, la gestion de Voilà, l'erreur et tout, c'est un autre langage, c'est un autre concept. Donc, tu devras réécrire. Tu peux juste réutiliser les classes métiers. Par exemple, la classe utilisateur, étudiant, cours que tu as manipulé, tu peux les conserver, oui. D'accord, merci beaucoup. D'accord? Alors, donnez-nous un conseil pour devenir un bon développeur. Pour devenir un bon développeur, il fallait comprendre les architectures, le principe, les scénarios, puis commencer par le natif, commencer par les langages simples et si vous maîtrisez, vous pouvez se rediriger vers les frameworks. Il faut écrire le code. Vous avez des erreurs, il fallait chercher l'origine et comprendre pour ne pas faire la même faute encore une fois. Et surtout, si vous allez utiliser de l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence qui va servir comme assistance, c'est pas vous. C'est-à-dire, vous allez écrire et lui, il va vous aider à corriger. C'est pas le contraire, d'accord? Parce que si vous allez utiliser toujours à un moment donné, vous serez incapable de coder, incapable de réfléchir. D'accord? D'autres questions? Super, donc pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire vos questions sur le chat. Pas de questions? Tout est clair? Ok, donc je pense que nous avons répondu à la plupart des questions et que tout est clair. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Très bien. Merci infiniment, Madame Malak, pour la coordination et de m'avoir donné l'opportunité de parler d'une thématique
tendance. Je voulais également remercier tous nos chers étudiants qui sont là aujourd'hui pour suivre cette conférence que j'espère fructueuse. J'espère que vous avez eu de nouvelles informations et que vous pouvez continuer sur ce domaine-là. Voilà, donc je vous souhaite une bonne continuation. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention tout le monde, nous avons un certificat de participation. Veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous. Nous verrons dans nos prochaines activités ou encore la semaine prochaine avec de nombreux séminaires qui vous attendent, tels que le multimédia à l'ère de l'intelligence artificielle, ou bien nous avons encore l'éthique de l'intelligence artificielle. Merci à vous tous. Nous souhaitons une excellente soirée. Ramadan Karim à vous tous et au revoir. Au revoir tout le monde. Ramadan Karim.